Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux transparents du salon exigu de la maison Nozu à Surulire, mais sa chaleur ne parvenait guère à égayer l'atmosphère. Adéyébi était assise, raide, au bord d'une chaise en bois, les bras croisés contre sa poitrine, tandis que sa mère servait nerveusement à boire à l'invité inattendu, le chef Timothy Adenei, le milliardaire magnate du pétrole à la réputation aussi impitoyable que légendaire. Son long ikbata traînait derrière lui comme un roi, et l'étincelle dans son regard révélait qu'il n'était pas là pour bavarder. D'une voix qui ressemblait plus à un verdict qu'à une proposition, le chef Adenei exposa son offre, épouser son fils malade, dépôt, et donner naissance à un enfant qui perpétuerait le nom de la famille en échange d'un don de plusieurs millions de Naira et d'une refonte complète des finances de la famille Nozu. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le cœur d'Adéyébi battait la chamade. Comment sa mère pouvait-elle seulement envisager une telle chose? Chioma, la mère d'Adéyébi, s'essuya les yeux avec un mouchoir usé en essayant de s'expliquer. « Ma fille, tu sais combien la vie est dure pour nous depuis la mort de ton père. C'est une chance, l'intervention de Dieu, s'écria-t-elle, la voix tremblante de désespoir. » Mais le visage d'Adéyébi resta figé, son regard fixé sur l'homme qui venait de tenter de la transformer en marchandise. Elle n'était pas naïve, elle savait que les familles faisaient des sacrifices, mais là, c'était un mariage transactionnel, la maternité comme une obligation, et son autonomie troquée contre des voitures de luxe et des factures d'hôpital entièrement payées. Sa mère essaya d'adoucir le choc en soulignant la douceur de Dépôt, affirmant qu'il ne ressemblait pas à son père, mais Adéyébi s'en fichait. Alors je suis censé épouser un mourant, avoir son enfant comme une mère porteuse, et sourire aux caméras pendant que toi et Chiefa Denise vous partagiez les gains, lança-t-elle en se levant pour quitter la pièce. Mais la voix calme de Chiefa Denise l'interpella, « Réfléchis bien, Adéyébi. Il ne s'agit pas seulement de ta mère, il s'agit d'héritage. » Seul dans sa chambre ce soir-là, Adéyébi fixait le plafond, partagé entre la fureur et la culpabilité. Elle entendait sa mère sangloter doucement à travers les cloisons fines, murmurant des prières pour un miracle. Elle pensait à ses jeunes frères et sœurs dont les frais de scolarité étaient en retard depuis longtemps, à la vie d'expulsion définitive cachée derrière le réfrigérateur et aux innombrables refus d'emploi qui encombraient sa boîte mail. Mais elle pensait aussi à ses rêves, à son désir d'ouvrir un jour une école pour filles, à son refus d'être une autre femme perdue dans les plans d'un homme. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu, « Si tu acceptes, tout change. Tu ne manqueras plus jamais de rien. » Le message était accompagné d'une alerte bancaire, 2 millions de Naira avaient déjà été déposés sur le compte de sa mère. Adéyébi serrait son téléphone d'une main tremblante. La décision était prise pour elle, brique par brique, choix après choix volé. L'église était drapée de blanc et d'or, chaque fleur soigneusement disposée pour évoquer la joie et la célébration, mais pour Adéyébi, cela ressemblait à des funérailles. Elle se tenait devant l'autel, vêtue d'une robe de mariée de créateur trop serrée, non seulement à la taille, mais aussi à l'esprit. Les flashs des appareils photos, les invités applaudissaient et une douce musique jouait pendant que le pasteur récitait les vœux. Pourtant, son esprit était vide, détaché, flottant quelque part, loin des lustres de cristal et des roses importées. En face d'elle se tenaient Dépôt et Denei, pâle et solennel dans son smoking sur mesure, sa silhouette décharnée trahissant les rumeurs de sa maladie. Il ne souriait pas, ne clignait pas des yeux, ne la regardait même pas dans les yeux. On aurait dit qu'il avait lui aussi été forcé de participer à ce cirque complexe. Quand le pasteur dit « Vous pouvez embrasser la mariée », ils hochèrent simplement la tête, sautant complètement le baiser. L'assistance ricana, gênée, mettant cela sur le compte du stress. Seul Adéyébi savait la vérité, il n'y avait pas de romance ici, juste des affaires dans les vêtements du mariage. La réception était encore plus surréaliste. Organisée dans la salle de bal d'un grand hôtel de l'île Victoria, la célébration fut retransmise à la télévision comme le mariage de l'année. Les mondains se mêlaient, les journalistes prenaient des photos et les hashtags commençaient à faire fureur en moins d'une heure.
Adéyébi était assise à la table d'honneur à côté de Dépôt, qui ne dit rien, si ce n'est un remerciement poli lorsqu'elle lui servit de l'eau. Il semblait fatigué, épuisé émotionnellement, peu enclin à rendre son simulacre plus crédible. Elle se sentait plus seule au milieu de cette foule qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. De temps en temps, elle surprenait sa mère lui sourire en larmes de l'autre côté de la pièce, persuadée d'avoir assuré l'avenir de sa fille. Le chef Edeniyi rayonnait comme un homme qui venait de sceller la plus importante union de sa vie. Adéyébi essaya d'avaler le gâteau, mais il avait un goût de sable. Plus tard dans la soirée, de retour au manoir Edeniyi à Ikouille, Adéyébi entra dans sa nouvelle chambre, somptueuse, élégante et stérile comme une suite d'hôtels. Le lit était immense, drapé de draps de soie et d'oreillers décoratifs. Dépôt entra quelques instants plus tard, plus lentement que prévu, la respiration saccadée. Il ne parla pas avant de s'être installé d'un côté du lit. « Tu n'as pas à faire semblant avec moi, dit-il doucement, sans la regarder. Je sais ce que c'est. » Adéyébi retira ses boucles d'oreilles, ses mouvements étant mécaniques. « Alors j'espère que tu comprendras aussi que je ne coucherai pas avec toi, répondit-elle sèchement. Dépôt ne réagit pas. Il lui tourna simplement le dos et tira les draps sur son épaule. Elle était allongée à côté de lui, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, le corps froid malgré l'épaisse couette. Leur nuit de noces se passa sans contact, sans parole, sans intimité, un vide s'étendit entre eux, comblé uniquement par le silence. Le silence de la pièce devint pesant, une respiration haletante régnait entre les deux inconnus partageant le même lit. Adéyébi fixait le plafond orné, écoutant la respiration haletante de Dépôt. Il n'avait plus prononcé un mot depuis qu'elle avait exprimé son refus. La froideur de l'air n'était pas seulement due à la climatisation, c'était le poids d'attentes insatisfaites, d'une douleur inexprimée et d'un accord qu'aucun d'eux n'avait vraiment accepté. Elle s'agrippa au bord de la couverture, se sentant comme une intruse dans sa propre vie. Malgré le prestige qui l'entourait, Adéyébi se sentait dépouillée, plus vulnérable que jamais. Elle se demandait si Dépôt la détestait, la plaignait ou s'il s'en fichait tout simplement. Quoi qu'il en soit, elle ne regrettait pas sa décision. Son corps était son dernier pouvoir, et elle ne le céderait ni à la pitié ni à la pression, même si le monde la traitait de frigide ou d'ingrate. Le lendemain matin, la maison résonnait de murmures. Le personnel avait visiblement remarqué que la mariée n'avait pas passé la nuit comme il se doit. Adéyébi ignora leur regard tandis qu'elle parcourait les couloirs, la tête haute. Le chef Adeniyi, toujours perspicace, la fit venir dans son bureau après le petit déjeuner. « J'ai entendu dire que vous et Dépôt n'avez pas encore conclu d'union, dit-il en plissant les yeux. Adéyébi ne broncha pas. Il est malade. Je suis humaine. Je ne me laisserai pas forcer à quoi que ce soit, dit-elle calmement. Le regard du milliardaire devint glacial. Ce mariage n'est pas une question d'amour, Adéyébi. C'est une question d'héritage. Mon fils est à court de temps. Elle soutint son regard avec défi. Alors, tu aurais peut-être dû engager une mère porteuse, pas une épouse. Sur ce, elle sortit. Le chef Adeniyi la fixa du regard, stupéfait par son audace, mais impressionné à contre-cœur par sa détermination. Plus tard dans la journée, Dépôt resta dans sa chambre, refusant les visites, même celle du docteur Amaka. Adéyébi lui apporta de la soupe et la posa sur la table de chevet sans un mot. Il lui jeta un bref coup d'œil, mais ne dit rien. Il paraissait fatigué, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Pour la première fois, elle remarqua à quel point ses yeux étaient profondément enfoncés, la peau autour de sa bouche légèrement affaissée par une douleur constante. Elle quitta la pièce sans attendre de remerciements. Seule dans le couloir, elle s'appuya contre le mur et prit une inspiration tremblante. Elle ne savait pas contre qui elle était le plus en colère, sa mère, la chef Adeniyi, ou elle-même pour avoir accepté cette farce. Au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était que le début. La vraie bataille ne concernait pas seulement son corps. Ce serait pour son âme. Dépôt resta immobile, regardant par la grande fenêtre de sa chambre la lumière du soleil se répandre sur le sol en marbre.
Il n'avait pas beaucoup bougé depuis le mariage, son corps trop épuisé et son esprit plus lourd que n'importe quelle maladie. Il se sentait enfermé, dans son propre corps, dans ce mariage, dans une vie qui avait cessé de lui appartenir dès l'instant où son père avait décidé d'échanger les derniers mois de son fils contre un héritier potentiel. Il ne blâmait pas Adéyébi, il admirait son attitude de défi, même si elle piquait sa fierté. Elle ne l'avait pas regardé avec pitié, seulement avec dédain et colère. Pour une raison inconnue, cela la rendait différente. Tous les autres le considéraient comme un mourant ou un fardeau. Elle le considérait comme quelqu'un qui avait le pouvoir de choisir. Il détestait être le seul dans ce mariage à ne pas pouvoir le faire. Alors qu'il prenait un verre d'eau, sa main tremblait. Ce n'était pas seulement la maladie. C'était la honte de ce qu'était devenue sa vie. Autrefois, il rêvait de devenir romancier, de voyager au Maroc, d'épouser quelqu'un qu'il aimerait sans condition. Mais le cancer l'avait privé de tout cela. Il n'était plus qu'une pièce d'échec dans la dernière tentative de son père pour hériter de son héritage. Il était devenu un nom dans l'arbre généalogique d'une famille luttant pour sa survie. Il avait entendu son père crier après Adéyébi plus tôt. Il avait senti quelque chose se tordre en lui, une sorte de protection. Pourquoi lui reprocher de refuser de coucher avec un homme qu'elle n'aimait pas? Ou pire, un homme dont elle pourrait bientôt faire le deuil. Le soir venu, il s'assit à son bureau et ouvrit un vieux journal relié en cuir. Il y commença à écrire une lettre, non pas à Adéyébi, ni à son père, mais à l'enfant qu'il n'aurait peut-être jamais. « Cher fils ou chère fille, griffonna-t-il, j'espère que tu es né de l'amour, non du désespoir. J'espère que tu ne te sentiras jamais comme une transaction. » Les mots jaillirent comme un torrent. C'était la première fois depuis des semaines qu'il écrivait quelque chose de significatif. Alors qu'il fermait le livre et le rangeait dans le tiroir, il entendit des pas légers dans le couloir. Adéyébi se dirigeait probablement vers sa chambre. Il ne l'appela pas. Il ne lui demanda pas de rester. Mais à cet instant, pour la première fois, il souhaita qu'elle le fasse. La première semaine après le mariage s'écoula dans un silence mécanique. La demeure à Denilly, une vaste propriété d'Ikoyi comptant plus de pièces qu'Adéyébi ne pouvait en compter, commença à ressembler à une prison dorée. Elle s'instaura une routine, se lever tôt, prendre son petit déjeuner seul dans le jardin, lire un livre ou se promener dans la cour, puis se retirer dans l'aile privée qu'elle avait occupée. Despaux restait largement isolé, se reposant dans sa chambre ou travaillant à son bureau dans la bibliothèque. De temps à autre, ils se croisaient dans le couloir, échangeant un bref signe de tête ou un bonjour forcé qui ressemblait plus à une obligation qu'à de la politesse. Le personnel marchait sur la pointe des pieds autour d'eux, chuchotant derrière des plateaux en argent et des torchons. Bien que personne n'osât parler ouvertement, Adéyébi sentait la tension. Le manoir était tendu, et chaque lustre semblait vibrer de questions inexprimées. L'œil vigilant du chef à Denilly ne la quittait jamais. Il s'était installé comme une ombre permanente, apparaissant à des moments inattendus pour livrer des commentaires voilés. Un après-midi, au déjeuner, remarqua-t-il, une vraie épouse sait quand sa présence est nécessaire, même sans être convoquée. Adéyébi ne broncha pas. Elle avait entendu pire dans le monde stressant des unions arrangées et des mariages transactionnels. Mais ce qui la mettait encore plus en colère que sa condescendance, c'était la certitude béate qu'il contrôlait toujours les termes. Elle ne savait pas s'il la testait ou la menaçait. Quoi qu'il en soit, elle résolut de résister à sa pression avec la même défiance dont elle avait fait preuve lors de sa nuit de noces. Pourtant, sous sa force de caractère, un sentiment de culpabilité commença à germer. Despaux souffrait-il plus qu'il ne le laissait paraître? Punissait-elle un homme qui, comme elle, n'était qu'un pion dans l'ambition de son père? La solitude s'installa lentement. Malgré son indépendance et sa détermination, Adéyébi n'avait jamais connu ce genre de vie, une vie où la richesse était abondante mais où la chaleur était absente. Les rires de ses jeunes frères et sœurs, le chaos des prières bruyantes de sa mère, et même les angles aigus de leur appartement exigu, figé dans les égouts, lui manquaient. Ici, le silence était étouffant. Un soir, alors qu'elle se tenait sur la terrasse du manoir,
Observant le reflet de la lune sur la piscine, elle entendit une toux discrète provenant du salon des invités. Jetant un coup d'œil par la porte ouverte, elle vit Despaux qui peinait à atteindre un verre d'eau posé sur la table à côté de lui. Instinctivement, elle se précipita à l'intérieur, le lui tendit et s'assit silencieusement à ses côtés. Il la regarda, non pas avec gratitude, mais avec épuisement. Pas besoin de se comporter comme une infirmière pour se sentir moins coupable, murmura-t-il. Adéyébi ne répondit pas. Elle se leva simplement, s'éloigna et murmura, « Tu n'as pas besoin de faire semblant de ne pas souffrir. » Le docteur Amaka arriva le lendemain matin avec sa grâce habituelle et sa subtile arrogance. Elle était belle, posée et impeccablement vêtue d'un blazer ivoire et de talons noirs qui claquaient bruyamment sur le sol en marbre poli. Adéyébi observa du haut de l'escalier le médecin entrer dans la chambre de Despaux sans frapper, une familiarité qui ne nécessitait aucune permission. Leurs rires résonnèrent faiblement dans le couloir, quelque chose qu'Adéyébi n'avait pas entendu de Despaux depuis le mariage. Un mélange de curiosité et d'agacement la saisit. Elle descendit l'escalier et entra dans le salon juste au moment où le docteur Amaka en sortait, son stéthoscope autour du cou. Le médecin marqua une pause en voyant Adéyébi, lui adressant un mince sourire qui ne lui parvint pas jusqu'aux yeux. « Son état est stable pour l'instant, dit-elle froidement. Mais il a autant besoin de repos émotionnel que physique. Tu sais ce que ça veut dire. » Adéyébi pencha la tête, non pas par confusion, mais par défi. « Si vous parlez de sexe, dites-le clairement, » répondit-elle, les bras croisés. Le médecin haussa un sourcil, visiblement habitué à une telle franchise. Il n'a pas beaucoup de temps. Et cet homme là-dedans, il a besoin d'une raison de vivre. D'une raison de se battre. Un enfant pourrait être cet espoir, dit-elle, la voix s'adoucissant légèrement, mais son intention restant claire. Adéyébi rit amèrement. Alors, je suis censé m'allonger sur le dos et lui redonner espoir, comme un incubateur humain? Je l'ai épousé, pas donné mon corps. La tension était palpable dans la pièce. L'espace d'un instant, le masque professionnel du docteur Amaka tomba, et une lueur de jalousie brilla dans ses yeux. « Ne regrette pas d'avoir gâché ces derniers jours, » dit-elle, puis elle tourna les talons et s'éloigna, les talons claquant comme des coups de marteau. Plus tard dans la soirée, Adéyébi était assise dans le jardin, le ciel se teintant de teintes oranges et violettes. Ses pensées tourbillonnaient de confusion et de défi. Elle ne devait son corps à personne, pas même à un mourant. Mais elle ne parvenait pas à chasser l'image de Despaux toussant seul dans cette chambre d'amis, trop faible pour lever un verre d'eau. Elle ne faisait pas confiance à Amaka, qui semblait brandir son stéthoscope comme une épée pour protéger son amour silencieux. Mais malgré sa méfiance, le médecin avait raison. Despaux avait besoin d'une raison de vivre. La compassion pouvait-elle naître là où le devoir avait été planté? Adéyébi ferma les yeux et s'adossa au banc, expirant profondément. « Je ne suis pas venue ici pour tomber amoureuse, » murmura-t-elle. « Mais peut-être devrais-je commencer à voir l'homme, pas la mission. » Un après-midi pluvieux, alors qu'Adéyébi errait dans le couloir pour récupérer un livre oublié dans le salon des invités, elle remarqua le journal en cuir de Despaux, laissé négligemment sur le canapé. Ses pages étaient légèrement gondolées, la couverture craquelée par un usage fréquent. Elle hésita un long moment avant que la curiosité ne la gagne. La culpabilité la tiraillait les doigts lorsqu'elle l'ouvrit, s'attendant à y trouver des fragments de poésie ou peut-être des réflexions sur la maladie. Au lieu de cela, elle trouva une lettre. Le titre s'adressait à l'enfant que je ne rencontrerai peut-être jamais. Son souffle s'arrêta. Les premières lignes lui serrèrent le cœur. Despaux n'avait pas écrit en patient ou en fils de milliardaire, mais en homme qui craignait de ne laisser aucune trace derrière lui. « Je veux que tu saches que ton père pensait à toi bien avant que tu existes », pouvait-on y lire. Non pas par désespoir, mais parce qu'il espérait laisser une part de lui-même qui pourrait s'épanouir dans l'amour. Adéyébi s'enfonça dans son fauteuil, les yeux rivés sur chaque mot. Il écrivit qu'il souhaitait apprendre à son futur enfant à jouer aux échecs, à écrire des histoires, à ne jamais avoir peur de pleurer. Il décrivit même le genre de femme qu'il espérait pour l'élever, forte, indépendante,
bienveillante. Ses doigts tremblèrent lorsqu'elle comprit qu'il ne décrivait pas une femme imaginaire. Il la décrivait. Elle sentit l'amertume qui l'envahissait se desserrer légèrement. Pour la première fois, elle voyait Despaux non pas à travers le prisme de la pitié ou de la pression, mais à travers celui du désir de quelqu'un qui, comme elle, avait été contraint à des choix et à des silences. Elle referma doucement le livre et le remit exactement là où elle l'avait trouvé. Elle resta assise là un moment, à contempler la pluie ruisseler sur la vitre, se demandant si ses larmes étaient dues à la culpabilité ou à la compréhension. Ce soir-là, elle ne parla pas à Despaux, mais elle s'attarda un peu plus dans le couloir devant sa chambre avant de se retirer dans la sienne. Sa poitrine était lourde, non pas de colère, mais de mots non prononcés. Elle se surprit à réfléchir à ce que signifiait laisser un héritage, et si cet héritage devait nécessairement naître d'un enfant, ou s'il pouvait être autre chose, la bonté, la vérité, le sacrifice. Pour la première fois depuis le mariage, elle s'autorisa à se demander si, peut-être, quelque chose de réel pourrait naître de cet arrangement profondément imparfait. Mais cela ne commencerait pas par un contrat ou une obligation. Il faudrait que cela commence par une conversation, sans médecin, sans père, sans attente. Juste deux personnes, brisées de manière différente, en quête de sens dans un manoir peuplé de fantômes. Il était bien passé minuit lorsqu'Adéyébé, incapable de dormir, se dirigea vers la cuisine pour se préparer une tasse de thé. Elle fut surprise de trouver Despaux déjà là, assis au comptoir, une tasse de camomille à la main. Il leva les yeux, surpris mais pas mécontent. « Je n'arrivais pas à dormir non plus », demanda-t-il d'une voix plus rauque que d'habitude. Elle secoua la tête et s'approcha pour se servir une tasse. Ils restèrent assis en silence quelques instants, le seul bruit étant le tic-tac rythmé de l'horloge murale et le doux bourdonnement du réfrigérateur. Finalement, Adéyébé prit la parole. « J'ai lu ta lettre, dit-elle doucement. Despaux se raidit. « Celle de ton futur enfant, ajouta-t-elle. Je ne voulais pas envahir ton intimité, mais je suis contente de l'avoir fait. » Despaux soupira et reposa sa tasse. « J'ai écrit cela le jour où mon père m'a annoncé le mariage. Je me suis dit que si j'imaginais un avenir, je survivrais assez longtemps pour le voir. » Ces mots n'étaient pas amers, juste résignés. Adéyébé se tourna vers lui. « J'étais en colère. Contre toi. À ton père. À ma mère. À moi-même. Mais en lisant cette lettre, j'ai compris que tu étais tout aussi impuissant que moi. » Despaux hocha lentement la tête. « Je n'ai jamais voulu d'une femme qui me prenne pour cible. Je ne voulais pas forcer quelqu'un à devenir parent. Mais je ne voulais pas non plus mourir sans rien laisser de moi. » Il y eut un long silence. « Et je ne voulais pas te haïr, » dit finalement Adéyébé. « Mais je le voulais, car j'avais l'impression que ma vie ne m'appartenait plus. » Le silence entre eux se transforma, non pas d'un silence pesant et étouffant, mais d'un silence plus ouvert. Despaux baissa les yeux sur ses mains. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Adéyébé prit une grande inspiration. « Nous commençons par être honnêtes. Sans attente. Sans pression. Soyons honnêtes. Tu es malade. J'ai peur. Mais peut-être pourrions-nous arrêter de nous punir les uns les autres et simplement exister, côte à côte, aussi longtemps que cela durera. » Despaux hocha lentement la tête, le regard vitreux. Marché conclu. Cette nuit-là, ils ne retournèrent pas dans leurs chambres respectives. Ils restèrent dans la cuisine, discutant jusqu'à l'aube. Ils évoquèrent livres, enfance, rêves différés et peurs inexprimées. Pour la première fois, leur mariage ressemblait moins à une transaction qu'à une possibilité. Le chef Adeney convoqua Adéyébé dans son bureau privé, une pièce élégante et intimidante, ornée de livres reliés de cuir au mur et de peintures à l'huile de ses ancêtres, tels des juges silencieux. Adéyébé entra, les épaules carrées, consciente que cette rencontre n'était pas une question de civilité. Il n'a pas perdu de temps. Tu as eu presque 2 mois, et rien n'a changé, a-t-il dit d'une voix froide mais teintée d'irritation. Aucun signe d'enfant. Le mariage n'avance pas.
Je n'ai pas arrangé cette union pour faire de la pub, Adeyebe. J'ai besoin d'un petit enfant. Adeyebe resta calme, le menton levé en signe de défi discret. Votre fils n'est pas un objet à reproduire. Moi non plus. Cette réponse ne fit que durcir son expression. Alors, soyons clairs, si vous n'êtes pas enceinte dans les 30 jours, l'accord de votre famille sera nul. Toute aide financière sera supprimée. Vous quitterez cette maison les mains vides. La mâchoire d'Adeyebe se crispa, mais elle ne dit rien. Inutile de discuter avec un homme qui considérait les gens comme des biens. Le poids de la menace pesait sur sa poitrine tandis qu'elle retournait dans sa chambre. Ses pensées s'emballaient, non pas pour elle-même, mais pour sa famille. L'allocation mensuelle que touchait sa mère avait déjà empêché ses frères et sœurs d'abandonner l'école. Leur dette était presque réglée. Partir maintenant signifierait les laisser à nouveau vulnérables, plongeant sa mère dans une nouvelle spirale de dépression et de désespoir. Assise près de sa fenêtre, agrippée à la rambarde, elle tentait de concilier le feu qui l'animait avec la réalité de leur situation. Elle pouvait parler à Despaux, peut-être lui demander de soutenir sa décision, mais que pouvait-il vraiment faire? Il survivait à peine. Et puis il y avait la culpabilité, une culpabilité faible mais grandissante, de penser que, peut-être, et si fermement attachée à ses principes, elle ignorait aussi les espoirs de Despaux. Elle avait lu ces mots à un enfant qui n'existait pas, et elle ne pouvait oublier le désir qui les sous-tendait. Plus tard dans la soirée, elle se retrouva dans la cuisine, où Despaux sirotait du thé en silence. Il leva les yeux à son entrée, le regard fatigué mais doux. Elle s'assit en face de lui et resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Finalement, murmura-t-elle, ton père m'a donné une date limite. 1 mois pour tomber enceinte, ou je suis virée. Despaux fronça les sourcils, les rides de son visage s'accentuant. Il m'a dit qu'il te mettrait la pression, mais je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Il y eut un nouveau silence entre eux, puis Despaux dit doucement, si tu veux y aller. Je te soutiendrai. Tu ne me dois rien. Son cœur se serra. Et si je voulais rester, non pas à cause de l'argent ou des menaces, mais parce que je voulais comprendre ça, toi, nous? C'était la première fois qu'elle laissait entendre qu'elle resterait à ces conditions, et bien qu'aucun d'eux ne l'ait dit à voix haute, quelque chose changea dans cette cuisine, quelque chose de plus profond que l'obligation ou la maladie. Le lendemain matin, Adeyebe avait fait ses bagages et emménagé dans l'une des chambres d'amis, au fond du manoir. C'était sa façon de tracer une ligne claire, une ligne qu'aucune menace du chef Adeniyi ne pouvait brouiller. Les rumeurs du manoir bourdonnaient comme des mouches. Le personnel murmurait que le mariage était brisé, qu'Adeyebe fomentait une rébellion. Certains l'accusaient d'être une chercheuse d'or sans cœur, tandis que d'autres la critiquaient. Elle les ignorait tous, se tenant avec une dignité tranquille dans ses occupations quotidiennes, promenades matinales, bref contrôle poli auprès de la Despaux et longues soirées de solitude. Les médias ont eu vent de la situation lorsqu'un membre de la famille a divulgué l'information à un tabloïd. Les gros titres étaient brutaux, l'épouse d'un milliardaire abandonne son mari malade, aucun héritier en vue, la famille Adeniyi en proie à la tourmente. Adeyebe les lut, la mâchoire serrée, son nom traîné dans la boue par des gens qui ignoraient tout de sa douleur. Pourtant, au milieu du bruit et des accusations, elle trouvait la clarté dans sa solitude. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir et se posait la même question, que veux-tu, Adeyebe? Pour la première fois depuis longtemps, la réponse n'était pas motivée par la survie ou la culpabilité. Elle était mue par un désir profond et croissant de trouver sa propre vérité. Elle se remit à écrire dans son vieux journal, chose qu'elle n'avait pas faite depuis le mariage. Ses pensées se déversaient sur les pages, brutes, confuses, sincères. Parfois, elle parlait de Despaux, de son sourire lorsqu'il oubliait de se méfier, de la tristesse qui ne quittait jamais son regard, du potentiel qu'elle voyait enfoui sous des couches de douleur. Mais elle a aussi écrit sur elle-même, sur sa colère, sa fatigue, le manque d'être vue telle qu'elle était. En retrouvant sa voix, elle a commencé à guérir. Despaux a respecté sa décision sans protester. Il ne lui demanda pas de revenir, n'essaya pas de la faire changer d'avis.
En fait, la distance semblait leur procurer à tous deux une étrange paix. Mais Adeyebe remarqua de subtils changements en lui. Il mangeait plus régulièrement, recommençait à lire et la rejoignait même une ou deux fois dans le jardin sans y être invité. Il s'asseyait au bord du banc pendant qu'elle lisait sous l'arbre, le silence entre eux étant désormais moins hostile et plus convivial. C'est dans ces moments-là qu'elle réalisa quelque chose d'essentiel, la véritable intimité ne se résumait pas à partager le même lit ni à se soumettre à des obligations imposées. C'était une question de présence. Et Despaux, à sa manière discrète, se montrait présent, pour elle, pour lui-même. Cette prise de conscience planta une graine dans son cœur, une graine qui n'avait rien à voir avec les délais ou les héritages. Pour la première fois, elle ne survivait pas seulement à ce mariage. Elle commençait à le vivre, à sa façon. C'est arrivé un jeudi après-midi. Le soleil brillait et la maison était inhabituellement silencieuse. Adeyebe revenait d'une petite course aux courses lorsqu'elle entendit les cris de panique d'un employé. Elle laissa tomber les sacs et courut dans la direction du bruit, le cœur battant. Despaux gisait sur le sol du couloir, à l'étage, inconscient, du sang coulant du coin de la bouche. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Elle cria à l'aide, s'agenouillant à côté de lui et lui tenant la tête. « Appelez le médecin » hurla-t-elle tandis que le conducteur fonçait. En quelques minutes, le manoir était plongé dans le chaos. Le docteur Amaka arriva peu après et, avec l'aide des ambulanciers, Despaux fut transporté d'urgence à l'hôpital. Alors que les portes de l'ambulance se refermaient, Adeyebe grimpa à ses côtés, lui serrant la main tout le long du trajet. Pour la première fois, elle ressentit une véritable peur, non pas de l'avenir de l'argent ou du marché, mais de l'homme dont elle tenait la main. L'hôpital était froid et sentait l'antiseptique et le chagrin. Adeyebe resta assise à côté du lit d'hôpital de Despaux toute la nuit, les yeux rivés sur le rythme lent du moniteur cardiaque. Des souvenirs lui revinrent à l'esprit, la première fois qu'il lui avait parlé doucement, la lettre qu'il avait écrite, la façon dont ses lèvres se retroussaient légèrement lorsqu'il faisait une blague que lui seul comprenait. Elle réalisa à quel point elle s'était attachée à lui, à quel point elle ne voulait pas le perdre. Quand le chef Adiniyi arriva à l'aube, son expression était sombre. « Qu'est-ce que tu lui as fait » aboya-t-il en la pointant du doigt comme une arme. « Était-ce ton plan, de le stresser jusqu'à ce qu'il meure » Adeyebe se leva lentement, le visage pâle mais ferme. « Je n'ai rien fait d'autre que de rester à ses côtés, alors que personne d'autre ne savait comment faire. Peut-être que si la paix de votre fils vous importait plus que votre empire, il ne serait pas sur ce lit. » Pour une fois, le chef Adiniyi n'eut pas de réponse. Les 48 heures suivantes passèrent à toute vitesse. Adeyebe quittait à peine Despaux. Elle lui tenait la main pendant les injections, lui essuyait le front pendant les épisodes de fièvre et lui murmurait des mots d'encouragement même lorsqu'il ne l'entendait pas. Le médecin a dit qu'il s'agissait d'une rechute, mais qu'il y avait encore de l'espoir s'il répondait au nouveau traitement. Adeyebe a prié pour lui, de vraies prières désespérées, non seulement par obligation, mais parce qu'elle commençait à s'en soucier. Cela l'effrayait. Elle n'était pas venue dans ce mariage en quête d'amour, et elle n'était toujours pas certaine de ressentir cela. Mais elle savait, avec une certitude douloureuse, que la douleur de Despaux était devenue la sienne. Quand ses yeux s'ouvrirent enfin, faibles mais vivants, elle fondit en larmes, sans même s'en rendre compte. « Tu m'as fait peur » murmura-t-elle en lui repoussant doucement les cheveux. Despaux esquissa un sourire las. « Je me fais peur aussi, parfois. » Durant les jours qui suivirent la brève convalescence de Despaux, Adeyebe resta à ses côtés, l'aidant à reprendre des forces. Elle remarqua la fréquence des visites du docteur Amaka, plus fréquente que nécessaire, et la façon dont son regard s'attardait sur Despaux plus longtemps que ne le permettaient les limites professionnelles. Il y avait entre eux quelque chose de non dit, de réservé. L'instinct d'Adeyebe lui disait que ce n'était pas seulement de l'amitié ou de l'inquiétude. Un après-midi, alors que Despaux dormait et que les infirmières étaient absentes, Adeyebe se retrouva seul dans la salle d'attente de l'hôpital avec Amaka. Le médecin leva à peine les yeux de son téléphone avant qu'Adeyebe ne prenne la parole. « Depuis combien de temps es-tu amoureuse de lui »
Amaka releva brusquement la tête, l'air calme. Pardon? Adeyebe ne cligna pas des yeux. Tu n'as pas l'air d'un médecin. Tu agis comme une femme gardant quelque chose qu'elle pense lui appartenir. Amaka serra les dents. Tu ne comprendrais pas. Je suis là depuis le début, à chaque étape de sa maladie. Je l'ai vu dépérir, sachant que je ne pouvais rien faire. Adeyebe hocha lentement la tête. Alors pourquoi ne l'as-tu pas épousée au lieu d'imposer cet arrangement à quelqu'un d'autre? Les yeux d'Amaka brillèrent. Parce que ton espèce ne dit pas non à l'argent. Et je savais que tu ne le ferais pas non plus. Ces mots la blessèrent, non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils révélaient un ressentiment plus profond. Amaka avait été mise à l'écart par celui-là même qu'elle considérait désormais comme indigne. Tu crois vraiment que je voulais ça? J'ai été vendu comme une propriété. Mais je suis resté quand il s'est effondré. Où étais-tu alors? Demanda Adeyebe d'une voix basse et posée. Amaka se leva, époussetant la poussière imaginaire de son blazer. Sois prudent, Adeyebe. Tu penses peut-être gagner sa confiance, mais tu n'es qu'un moyen. Sur ce, elle s'éloigna, laissant derrière elle un silence plus lourd que des mots. Plus tard dans la soirée, de retour au manoir, Adeyebe confronta gentiment Depo. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de toi et d'Amaka? Il détourna le regard. Parce que ce n'était pas de l'amour. Pas vraiment. Elle était là quand j'ai reçu mon diagnostic. Je pensais que c'était de la gratitude, peut-être de la dépendance. Mais je ne l'ai jamais aimée. Adeyebe l'observa attentivement. Et que ressens-tu maintenant? Pour elle? Pour moi? Depo lui prit la main. À propos d'elle? Des regrets. À propos de toi. Quelque chose que j'essaie encore de nommer, mais qui compte. Elle n'a pas retiré sa main. Pour la première fois, elle crut qu'il était sincère. Peu importe ce qui les attendait, l'amour, la perte ou quelque chose entre les deux, ils commençaient enfin à l'affronter ensemble. La photo fit le tour d'Internet comme une traînée de poudre. Dans ce film, Adeyebe a été photographié tenant la main de Depo à l'hôpital, le visage empreint d'une émotion vive, le regard fatigué mais empli d'inquiétude. Les tabloïds ont immédiatement déformé l'affaire, une chercheuse d'or réconforte le fils d'un milliardaire pour son héritage, est-ce de l'amour ou une stratégie? En quelques heures, son nom s'est répandu sur les réseaux sociaux et les internautes ont rapidement porté leur jugement. Les commentaires étaient cruels, elle attend juste sa mort, elle l'a probablement empoisonné pour son testament, une Jézabel des temps modernes. Même sa mère l'appelait en sanglotant, Ada, s'il te plaît, tombe enceinte et mets fin à cette honte. Adeyebe était assise en silence dans la chambre d'amis, parcourant le déluge numérique, se demandant si les larmes qui coulaient sur ses joues étaient dues à la colère ou à l'impuissance. Chaque sacrifice qu'elle avait consenti, chaque instant passé aux côtés de Depo, n'était plus que ragot et moquerie. Toute la force qu'elle avait mobilisée pour préserver sa dignité semblait s'effondrer sous le poids de l'opinion publique. Lorsque le chef Adeniyi fit irruption dans sa chambre avec 2 de ses avocats, Adeyebe crut qu'il était là pour proférer une nouvelle menace. Au lieu de cela, son ton était étrangement posé, son expression indéchiffrable. « Il faut gérer la presse », dit-il sans la regarder. « Tu vas publier un communiqué. Tu diras que tout va bien. Dis-moi que tu aimes mon fils et que tu t'engages pour cette famille. » Adeyebe se leva lentement, le visage crispé par l'incrédulité. « Tu crois qu'un communiqué de presse va arranger ça? » s'exclama-t-elle. « Votre empire prospère grâce au contrôle, mais votre fils unique, est dans un lit d'hôpital et vous ne vous souciez que des gros titres. » Le milliardaire plissa les yeux. « Cette famille ne peut pas se permettre le scandale, Adeyebe. Et vous, ne vous méprenez pas. Je t'ai rendu important. » Elle avait envie de crier, de déchirer tous les chèques qu'il avait signés, mais au lieu de cela, elle s'est détournée et a dit froidement, « Tu m'as rendue plus forte. » Ce soir-là, elle a refusé de faire une déclaration. Le véritable choc est survenu le lendemain matin. Lors d'une rare apparition publique,
Despaux a diffusé une vidéo depuis son lit d'hôpital. Il paraissait pâle mais déterminé, sa voix légèrement tendue mais ferme. « On a beaucoup parlé de ma femme », commença-t-il. « Soyons clairs, Adeyebe m'a soutenu comme personne d'autre. Quand j'étais inconscient, elle ne partait jamais. Quand j'étais brisé, elle m'a porté. Elle n'est pas parfaite, et moi non plus. Mais elle n'est pas une chercheuse d'or. C'est ma femme. Et je l'adore. » La vidéo, d'un peu moins de 3 minutes, est devenue virale. L'opinion publique a commencé à changer. Soudain, le hashtag « #StandWithAdeyeb » s'est répandu, les excuses affluant de ceux qui avaient été prompts à le condamner. Elle a regardé la vidéo, les mains tremblantes, le cœur battant. C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Et c'était la première fois qu'elle réalisait à quel point il comptait pour elle. Retourner au manoir était différent après la vidéo de Despaux. La maison était plus calme, plus respectueuse. Le personnel accueillit Adeyebe avec un regard plus doux, non plus empreint de jugement, mais d'admiration. Même le chef Adeney, bien que toujours ferme, semblait moins acerbe. Le silence entre Despaux et Adeyebe n'était plus hostile, il s'était transformé en quelque chose d'intime, de sacré. Adeyebe se retrouva à entrer plus souvent dans la chambre de Despaux, non pas comme aide-soignante, mais comme compagne. Elle ajustait ses oreillers, lui apportait personnellement ses repas et parfois s'asseyait simplement à côté de lui pendant qu'il lisait. Ils ne parlèrent pas du baiser de mots prononcés dans la vidéo de l'hôpital. Cela resta suspendu entre eux comme le souffle avant une confession. Mais leurs gestes commencèrent à parler plus fort. Elle remarqua la façon dont il la suivait du regard lorsqu'elle traversait la pièce. Il remarqua qu'elle s'attardait plus longtemps à ses côtés la nuit. L'air autour d'eux changeait, mais aucun des deux n'osait le nommer. Adeyebe se remit à cuisiner, non seulement pour Despaux, mais aussi pour elle-même. Elle préparait des plats maison, de la soupe de gombo à l'igname pilé, des bananes plantains frites, exactement comme ses frères et sœurs les aimaient. La cuisine, autrefois lieu de tension, est devenue un espace de connexion. Un après-midi, elle est entrée et a trouvé Despaux en train de couper des tomates, grimaçant à chaque mouvement. « Tu vas te couper un doigt », le taquina-t-elle en s'approchant. Il rit, un rire qu'elle n'avait pas entendu depuis des semaines. « Je voulais te faire une surprise, » admit-il. « Je me suis dit que si je devais manger ta nourriture tous les jours, je devrais au moins essayer de t'aider. » Elle se tenait à côté de lui, leurs bras se frôlant tandis qu'elle guidait ses mains. À cet instant, peu importait qu'ils n'aient pas consommé leur mariage. Ils construisaient quelque chose de plus honnête, quelque chose qui ne pouvait être imposé par une date limite ou dicté par un contrat. La nuit, elle recommençait à dormir dans sa chambre, non pas dans le même lit, mais sur un fauteuil à côté de lui. Il protesta d'abord, insistant sur le fait qu'elle avait besoin de repos, mais elle refusa. « Tu n'as plus besoin d'être seule, » dit-elle simplement. Ce n'était pas romantique, pas encore, mais c'était réel. Ils parlèrent dans le noir, de souvenirs d'enfance, de regrets, de peur. Despaux lui a fait part de son rêve de devenir écrivain et de voyager au Kenya pour observer les flamants roses du lac Nakuru. Adeyebe lui a parlé de son rêve d'école pour filles issues de communautés défavorisées. Il lui a promis de la financer un jour, et elle a souri, mais n'a pas répondu. Elle avait peur de croire aux promesses, mais avec Despaux, cette peur commençait à s'atténuer. C'est dans cette obscurité silencieuse que naquit quelque chose d'intangible, ni tout à fait de l'amour, ni tout à fait du devoir, mais quelque chose qui les liait d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Le baiser survint sans prévenir. C'était un dimanche soir frais, et ils étaient tous les deux dans le jardin. Adeyebe s'occupait des hibiscus, et Despaux, assis à côté, lisait un recueil de poésie qu'elle lui avait fait découvrir. Il lut à voix haute un vers, « L'amour n'arrive pas comme le tonnerre, il arrive comme un murmure, inattendu et sans prévenir. » Adeyebe leva les yeux vers lui, les mains couvertes de terre, et pendant une seconde, ils se fixèrent. Son regard exprimait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, du désir, de la vulnérabilité, peut-être même de l'admiration. Il reposa lentement le livret,
Avant qu'il puisse analyser ce qui se passait, il se pencha. Elle ne bougea pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, doucement, brièvement, comme une question à laquelle aucun d'eux ne s'était préparé. Lorsqu'ils se retirèrent, ils étaient tous deux essoufflés, clignant des yeux comme s'ils sortaient d'un rêve. Adéyébé se leva brusquement, effleurant sa robe des mains comme pour oublier ce moment. Je devrais aller faire le ménage, murmura-t-elle en se tournant vers la maison. Despaux ne l'arrêta pas, ne l'appela pas. Au lieu de cela, il resta dans le jardin, scrutant le ciel, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. À l'intérieur, Adéyébé s'appuyait contre la porte de la salle de bain, le cœur battant. Elle n'était pas en colère. Elle n'avait pas peur. Elle était confuse, car le baiser ne lui avait pas semblé mal. Il lui avait semblé vrai. Une vérité qu'elle avait enfouie sous des mois de colère, de traumatisme et de peur. Elle fixait son reflet dans le miroir, se demandant ce qui l'effrayait le plus, qu'elle tombe amoureuse de lui, ou qu'il ne soit peut-être pas là assez longtemps pour qu'elle l'admette. Ce soir-là, ils se parlèrent à peine. Le silence était revenu, mais il n'était pas froid. Il était contemplatif. Au cours des jours suivants, ils naviguèrent prudemment l'un vers l'autre, tels des danseurs effrayés de rater une étape. Despaux n'avait pas mentionné le baiser, et elle non plus, mais tout avait changé entre eux. Lorsqu'elle lui apporta le thé, leurs doigts s'attardèrent une seconde de trop. Quand il rit, elle rit aussi, même si elle ne comprit pas la blague. Ce n'était pas un conte de fées, mais c'était presque un réveil. Un soir, Despaux la regarda et murmura « Merci de ne pas m'avoir abandonné ». Elle cligna des yeux, ne sachant que dire. Elle s'assit donc à côté de lui, sa main posée délicatement sur la sienne, non pas comme une réponse, mais comme une affirmation. Le baiser n'avait pas donné naissance à une déclaration, mais il avait ouvert une porte. Et aucun d'eux n'était prêt à la refermer. À mesure que Despaux prenait de l'ampleur, la peur d'une rechute planait sur lui comme une ombre qui ne le quittait jamais. Bien qu'il la laissait rarement paraître, l'idée de mourir sans avoir préparé l'avenir le hantait. Un matin, alors qu'Adéyébé rendait visite à une association caritative locale qu'elle soutenait, Despaux appela l'avocat de la famille. Dans l'intimité de son bureau, il rédigea un testament simple, direct et pourtant profondément personnel. Le manoir et ses biens reviendraient à la famille, mais un important fonds fiduciaire serait créé au nom d'Adéyébé, destiné à ses rêves, à l'école qu'elle avait un jour envisagé de construire et à tout enfant qu'il pourrait avoir. Mais le passage le plus sincère ne se trouvait pas dans le jargon juridique, mais dans une lettre manuscrite qu'il joignit. Une lettre qu'il espérait qu'Adéyébé n'aurait jamais à lire. Ce soir-là, Despaux l'observait de l'autre côté de la table à manger tandis qu'elle parlait avec enthousiasme des filles de l'école. Ses yeux brillaient d'une passion qu'il trouvait magnétique. Il repensa à la lettre, désormais scellée et enfermée dans le tiroir à côté de son lit. Si je meurs, au moins elle saura ce qu'elle représentait pour moi, pensa-t-il. Mais une part de lui espérait, ardemment, irrationnellement, que la lettre vieillirait et prendrait la poussière, oubliée par ce qu'il avait vécu. Adéyébé remarqua son regard et pencha la tête. « Quoi » demanda-t-elle en riant à moitié. « Rien » dit-il en souriant. Je me demandais comment une personne pouvait porter autant de feu en elle et rester douce. Elle rit en secouant la tête. Tu deviens poétique, la taquina-t-elle. Il haussa les épaules. Ou peut-être apprenait-il simplement des meilleurs. Plus tard dans la soirée, Despaux était allongé seul dans son lit, les yeux rivés au plafond, sincère mais incertain. Il fouilla dans le tiroir, en sortit l'enveloppe scellée et la serra contre sa poitrine. Au cas où je ne pourrais pas le dire correctement, murmura-t-il dans l'obscurité. Au moins, ça. Pendant ce temps, Adéyébé se tenait dans le couloir, la main levée pour frapper à sa porte, mais elle s'arrêta, sentant qu'il avait besoin d'espace. Elle se retourna et s'éloigna, ignorant la lettre, le testament, ni la promesse silencieuse que ce soir, Despaux s'était préparé aux deux éventualités, la vie et la mort. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le destin était sur le point de changer à nouveau, et qu'avec lui, le pouvoir de choisir reviendrait bientôt entre les mains d'Adéyébé.
Le jour du retour de Nédu fut marqué par un coup inattendu à la porte et par l'annonce radio du gardien annonçant que quelqu'un demandait Madame Adeyebe. Elle ne s'attendait à personne, alors lorsqu'elle sortit et aperçut Nédu, son ami d'enfance de Sur-Alir, celui qui avait été son refuge avant le chaos de sa nouvelle vie, elle resta figée, incrédule. Il paraissait plus âgé, plus large, avec une barbe et un calme que seul le temps et les épreuves pouvaient apporter. « Tu as changé », dit-il avec un léger sourire. « Mais tu fronces toujours les sourcils de la même façon quand tu es confus. » Ils étaient assis dans le jardin, à discuter, et pendant un instant, on eut l'impression que le temps s'était inversé. Nédu lui raconta qu'il était revenu à Lagos pour le travail et qu'il avait entendu des bribes de son histoire aux informations. « Je suis venu parce que je pensais que tu aurais besoin d'un ami. Ou peut-être d'une porte de sortie, dit-il prudemment. » Ces mots réveillèrent quelque chose en elle, un désir de simplicité, de liberté, une version d'elle-même qui n'était pas constamment scrutée ni émotionnellement impliquée. Nédu, toujours perspicace, remarqua l'hésitation dans son regard. « Écoute, Adaeb, tu ne dois rien à personne, ni à ta mère, ni à son père, ni même à lui. Si tu veux partir, je t'aiderai. Tu n'as pas besoin de te sacrifier sans cesse pour quelque chose que tu n'as pas choisi. » La sincérité dans son ton était comme un baume, mais aussi une épreuve. Elle ressentit un pincement de culpabilité, non pas parce que l'offre était tentante, mais parce qu'elle ne l'était pas autant qu'elle aurait dû l'être. Son esprit se tourna vers Despaux, l'homme qu'elle avait appris à comprendre, l'homme qui l'embrassait comme si elle comptait pour lui, qui l'avait inscrite dans son avenir même s'il n'était pas sûr de gagner. Était-elle vraiment prête à laisser tout cela derrière elle? Plus tard dans la soirée, elle s'assit à côté de Despaux, le regardant dormir paisiblement. Il paraissait plus fort maintenant, ses couleurs étaient revenues, et il plaisantait même de nouveau avec les infirmières. Elle repensa à la proposition de Nédu, à ce que signifiait choisir la liberté plutôt que l'enchevêtrement, mais aussi à ce que signifiait rester, pleinement et librement. Despaux remua et ouvrit les yeux. « Tu as l'air loin, murmura-t-il. »« Nédu est passé, dit-elle honnêtement. Despaux ne réagit pas durement, se contentant d'acquiescer. « C'est un homme bien, dit-il doucement. » Adeyemi prit une grande inspiration. Il m'offrit une issue, mais je ne la saisis pas. Despaux la regarda, incertain. Pourquoi? Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle lui prit la main et la serra fermement. Parce que je pense que je veux rester. Ni pour l'argent, ni pour le contrat de mariage. Mais pour toi. Pour ce que nous construisons. Pour la première fois, Despaux la regarda, non pas avec un espoir réservé, mais avec une gratitude profonde et profonde. Le changement s'est opéré progressivement, mais il était indéniable. Despaux a commencé à parcourir de plus longues distances à l'intérieur de la maison, son appétit s'est amélioré et même ses analyses ont montré des signes positifs. Son oncologue a qualifié ce revirement de situation rare, mais porteur d'espoir, attribuant cette amélioration à une combinaison de thérapie expérimentale et de réduction du stress. Le chef Adonai, toujours sceptique, a insisté pour des consultations supplémentaires à l'étranger, mais pour la première fois, le Despaux a refusé. « Je n'ai pas besoin d'un voyage en avion. J'ai besoin de paix. Et je l'ai ici. » Cette déclaration marquait un changement de pouvoir au sein du foyer. Pour la première fois, la voix de Despaux ne tremblait plus. C'était ferme. Adeyebi l'a soutenu tout au long de la séance, ajustant son traitement, lui lisant des histoires le soir et faisant des blagues discrètes que seul comprenait. Ce qu'il partageait alors n'avait rien de dramatique ni de passionné au sens cinématographique du terme. C'était réel, constant, quelque chose qui grandissait dans le silence et la lumière du soleil. Un après-midi, assis dans le jardin, Despaux fouilla dans sa poche et tendit à Adeyebi un petit papier plié. « Lis-le quand tu seras seul, dit-il. » Elle l'ouvrit plus tard dans la soirée. C'était un poème. Pas un poème célèbre, mais quelque chose qu'il avait écrit, « Si je devais choisir à nouveau entre la vie avec le souffle et la vie avec toi, je te choisirais encore, même en mourant. » Ces mots la frappèrent comme une vague. Elle savait maintenant,
sans l'ombre d'un doute, qu'il ne se contentait pas de l'apprécier, mais qu'il était tombé profondément amoureux d'elle. Et elle ressentait la même chose. Mais la peur persistait. Et si ce miracle était temporaire? Et si tout s'écroulait à nouveau? Adéyébi s'était préparée si longtemps à endurer le chagrin qu'elle ne savait plus comment accepter l'espoir. Mais en regardant son écriture, en sentant la douceur de sa voix et en se remémorant le baiser dans le jardin, elle comprit que ce n'était pas un simple instant passager. C'était devenu un choix. Ils commencèrent à faire des projets, non seulement pour des bilans de santé ou des questions de succession, mais aussi pour leur vie. Despaux commença à rédiger un livre, un roman semi-autobiographique sur un homme à qui l'on offrait une seconde chance en amour. Adéyébi reprit son bénévolat à l'école des filles et commença à élaborer sa proposition de fonds pour l'éducation. Il n'abordait plus le sujet des enfants sur le ton de la prudence. Un jour, Despaux demanda, « Si jamais nous avions un enfant, comment l'appellerions-nous » Elle sourit et répondit, « Kim. » Cela signifie, à moi, mais pas en propriété. En cœur. Ce n'était pas une confirmation, mais ce n'était plus un refus. C'était le genre d'espoir qui ne naissait ni de contrat ni du désespoir, mais d'une croissance authentique. Le manoir était encore majestueux et obscur, mais dans un petit coin, quelque chose de beau commençait enfin à fleurir. Le contrat légal qui avait autrefois défini leur mariage était expiré depuis longtemps, et pourtant aucun d'eux n'en parlait. Adéyébi avait cessé de compter les dates, et le chef Adeniyi, constatant la transformation de son fils et la sincérité de sa belle-fille, n'insista plus. Dans un moment de silence au petit déjeuner, il murmura même, « Tu as fait plus pour lui que tout mon argent ne pourrait jamais le faire. » Ce n'étaient pas des excuses, mais c'en était presque une. Adéyébi hocha simplement la tête, ne cherchant plus aucune validation. Ses choix lui appartenaient désormais. Un après-midi, l'avocat de la famille arriva avec des copies du testament modifié de Despaux. « Il veut que vous examiniez ceci, » dit-il en lui tendant l'enveloppe. Elle l'ouvrit lentement, parcourant les pages. Son nom y figurait, non seulement en tant que bénéficiaire, mais aussi en tant que partenaire à part entière, à qui Despaux avait confié non seulement sa fortune, mais aussi son héritage. Et au bas de la lettre, il avait griffonné de sa propre main, non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Ce soir-là, Adéyébi se tenait au balcon, contemplant la silhouette de la gosse, la ville qu'il avait changée, brisée et, d'une certaine manière, aussi guérie. Despaux la rejoignit, lui enveloppant les épaules d'un châle. « Regrettes-tu quelque chose » demanda-t-il doucement. Elle resta silencieuse un long moment avant de répondre. « Non. Même pas la douleur. Parce que c'est elle qui m'a conduit ici. » Il sourit, posant légèrement sa tête sur son épaule. « Alors peut-être est-il temps d'écrire notre propre histoire. Une vraie. Une histoire qui commence maintenant. » Elle se tourna vers lui, les yeux emplis de cette certitude que seul celui qui survit aux tempêtes peut ressentir. « Alors, commençons, » murmura-t-elle. Et à cet instant, ils surent. Il n'y aurait plus de marchandage, plus de délai, plus de menace de départ. Ce qu'ils possédaient désormais, c'était quelque chose qu'ils avaient tous deux choisi, librement, pleinement et sans crainte. Une semaine plus tard, ils rendirent visite à Surillé. Adéyébi est entrée chez sa mère non pas comme victime d'un mariage forcé, mais comme une femme qui avait repris son pouvoir. Ses jeunes frères et sœurs se sont jetés dans ses bras en hurlant d'excitation, et sa mère a fondu en larmes. « J'ai cru te perdre » a-t-elle sangloté. « Tu ne l'as pas fait » dit doucement Adéyébi. « Mais j'ai dû me défaire de moi-même pour trouver celle que je voulais être. » Despaux se tenait à proximité, sans chercher à occuper le devant de la scène, se contentant de l'observer avec admiration. Il avait trouvé quelque chose, lui aussi, une vie au-delà de la maladie, au-delà de toute attente. Et c'était juste là, à ses côtés. Un an plus tard, le manoir bourdonnait à nouveau, mais cette fois, pas pour un mariage forcé ni un coup de pub. Cette fois, c'était par amour. Une cérémonie silencieuse et élégante avait été organisée dans un jardin sous les jacarandas en fleurs,
où Adeyebi et Dépôt se tenaient main dans la main devant leurs proches. Pas de hashtag fantaisiste, pas d'apparition de célébrités, pas d'intrusion médiatique. Juste deux personnes ayant survécu au deuil, à la trahison et au devoir forcé, se choisissant désormais l'une l'autre, les yeux et le cœur ouverts. Alors que l'officiant leur demandait de réciter leurs vœux, Dépôt la regarda dans les yeux et dit « La première fois que nous nous sommes retrouvés devant témoins, j'étais en train de mourir intérieurement. Mais maintenant, je suis en vie, car tu m'as donné une raison de vivre. » Adeyebi sourit, les larmes aux yeux. « La première fois que j'ai dit « oui », j'étais perdu. Mais aujourd'hui, je le dis parce que je le pense. Je te choisis, Dépôt. » Encore et encore. La réception fut remplie de rires et d'histoires. Même le chef Edenyi, autrefois l'orchestrateur de leur souffrance, a prononcé un discours qui a surpris tout le monde. Je pensais autrefois que l'héritage se résumait aux lignées et aux empires, a-t-il admis. Mais maintenant, je comprends que cela implique davantage de caractère, d'amour, de choix. Les invités applaudirent et Adeyebi sentit quelque chose en elle enfin se libérer. Elle n'était pas seulement la survivante d'un plan ennemi, elle était l'architecte de son propre destin. Dépôt l'entraîna sur la piste de danse, et tandis qu'il dansait lentement sur une chanson highlife du début des années 2000, elle murmura « C'est le mariage dont j'ai rêvé ». Il se pencha plus près. Et voilà la femme dont j'ignorais avoir besoin. Ils rentrèrent à la maison ce soir-là, libérés de tout lien contractuel ou sexuel. La lettre que Dépôt avait écrite était restée enfermée dans le tiroir, n'étant plus qu'un vestige d'une vie qui aurait pu être. Ils ignoraient ce que l'avenir leur réservait, personne ne le sait vraiment, mais ils savaient qu'ils l'affronteraient ensemble. Et cela leur suffisait. Dans le silence de la chambre, où régnait autrefois le silence, des rires résonnaient. Là où un lit les séparait autrefois, il les accueillait désormais comme des égaux, des amants, des partenaires. L'amour n'était pas venu bruyamment. Il était arrivé doucement, guéri par la guérison, et il était resté. C'était leur histoire. Et cette fois, elle était entièrement la leur. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également la notification de publication pour recevoir de nouvelles histoires.